Bonjour, je suis Valérie Lemeunier, responsable de l'unité formation au département langue française de France Éducation Internationale. La communication que je vais vous présenter a été élaborée en étroite collaboration avec Véronique Laurence, maître de conférence à l'Université de Paris 3, à partir d'un article intitulé L'unité didactique, évolution d'un outil cadre pour l'enseignement-apprentissage des langues. Cet article a été publié dans le cadre de la célébration des 50 ans du BELC. Véronique Laurence et moi-même appartenons aux premières générations des maîtrises FLE. À ce titre, nous disposons d'un double héritage, celui du CREDIF et celui du BELC. Cela signifie pour nous qu'entre l'exigence de la méthode garante d'une cohérence construite par rapport à des hypothèses sur l'enseignement-apprentissage et la créativité libératrice ouverte à tous les vents de l'imagination féconde des enseignants et des apprenants, nous ne choisissons pas, nous conjuguons les deux. Pour nous, l'unité didactique a suivi une double évolution depuis les années 60. Tout d'abord, dans le champ de la didactique du FLE, sur le plan des objets langagiers et de l'articulation des activités d'enseignement-apprentissage au gré des modes méthodologiques du courant SGAV à la perspective actionnelle. Ensuite, sur le plan interdisciplinaire, au carrefour du français langue étrangère, du français langue 1 et de l'enseignement des disciplines dites non linguistiques. C'est cette double évolution que nous aimerions présenter en pointant également le rôle joué par le BELC à différentes périodes dans l'évolution de cet outil cadre, avec notamment des propositions formatives toujours renouvelées et adaptées. Le cadre méthodologique de l'unité didactique fait son apparition dans les années 60, au moment où un nouveau souffle pédagogique vient bousculer les pratiques et fait évoluer l'enseignement-apprentissage des langues étrangères. L'unité didactique se définit alors comme un ensemble d'activités pédagogiques articulées de façon cohérente en une succession de phases. Tout d'abord, la phase de présentation, qui vise l'approche globale des faits de langue à travers l'écoute d'un dialogue en situation. Ensuite, la phase d'explication, qui vise la compréhension du sens de la situation et des répliques et permet également l'appréhension des notions linguistiques et de la structuration des énoncés. Arrive alors la phase de répétition, qui permet la vérification de la perception de la prononciation et de la compréhension. C'est au tour de la phase de fixation, qui vise, elle, la mémorisation du dialogue et permet l'acquisition d'automatismes langagiers à travers la réalisation des fameux exercices structuraux. Pour finir, la phase de transposition qui vise, elle, une expression plus libre. À cette époque, les travaux du CREDIF sur le plan méthodique s'appuient sur la capacité à percevoir globalement le sens et à structurer progressivement des énoncés linguistiques pour apprendre une langue étrangère en articulant le travail en priorité à l'oral sur le lien entre ce que l'on voit et ce que l'on entend. Il y a alors l'idée qu'une méthode construite de manière cohérente sur des hypothèses et des principes issus de théories linguistiques et psychologiques de référence doit être à même de permettre un apprentissage efficace d'une langue étrangère, quel que soit le contexte de formation. Du côté du BELC, ou BEL à cette époque, on développe des travaux en linguistique appliquée et on contribue à la réalisation de projets contextualisés, ce qui aboutira à contester l'idée d'une méthode unique transversale. Avec l'approche communicative, le travail sur les contenus langagiers à partir de situations de communication est renforcé. On oriente alors l'enseignement-apprentissage sur les fonctions langagières ou actes de parole et les genres discursifs. Alors les activités de classe restent articulées en compréhension, acquisition, expression guidée et expression libre. Mais cette articulation est assouplie, dans le sens où il n'y a plus de passage obligé d'une phase à l'autre. L'enseignant va pouvoir agencer les différentes activités comme il le souhaite. Et cet assouplissement va de pair avec le fait de déterminer les objets d'enseignement en fonction des besoins des apprenants.
À cette époque, le BELC, sous l'impulsion de certaines de ses figures emblématiques, telles que Francis de Bizère, Jean-Marc Carré, dénonce l'illusion méthodologique et invite à dépasser l'idée de méthode perçue du coup comme un carcan. Ils misent, eux, sur la créativité de l'enseignant pour développer celle de l'apprenant. À partir des années 2000, la modélisation d'unités didactiques s'inscrit dans une perspective de type actionnel. C'est en fonction de la tâche à accomplir qu'on va identifier les compétences à mobiliser et déterminer les objectifs à atteindre. La progression n'est donc plus aussi linéaire qu'auparavant, car les objectifs langagiers sont définis en fonction des compétences nécessaires pour réaliser la tâche visée et des besoins des apprenants. Besoins qui sont eux-mêmes déterminés en fonction des compétences déjà acquises par les apprenants, celles en cours d'acquisition et celles que les apprenants doivent encore acquérir. Cette nouvelle formalisation de modélisation didactique permet de mettre au jour certaines des compétences attendues pour enseigner une langue étrangère. À cette époque, l'approche retenue pour l'enseignement des langues a été répercutée sur le plan de l'ingénierie de formation afin de proposer aux enseignants des modules de formation dont les contenus sont déterminés par l'action professionnelle visée et les compétences à maîtriser pour sa réalisation. Les activités de formation sont également organisées en étapes successives et s'inscrivent dans un cadre cohérent. Découverte et analyse, appropriation, transposition, production. Ceci est particulièrement visible dans les programmes de formation proposés au BELC, mais aussi dans les dispositifs de formation à distance, comme ProFLE, aujourd'hui renouvelé en ProFLE+, ou CIEP+, dont les modules sont construits autour d'une action professionnelle. Les enseignants en formation peuvent ainsi expérimenter la démarche qu'il leur est proposé de mettre en œuvre. À travers l'histoire de cet outil cadre, on constate qu'il tente à se pérenniser autour de l'articulation des activités d'enseignement-apprentissage, de la compréhension à la production. On constate aussi que ce paradigme méthodologique s'est enrichi par l'intégration de techniques créatives, de techniques théâtrales et de techniques de dynamique de groupe. Pour finir, force est d'admettre que ce cadre a constamment évolué, ce qui permet de le considérer comme une trame adaptable selon les contextes et les publics. Une nouvelle adaptation au-delà du FLE peut alors s'envisager pour l'enseignement des disciplines dites non linguistiques. Influencé par les travaux de Braz, Mangiante et Duverger, en 2013, nous avons fait sortir le cadre utilisé pour construire une unité didactique dans une perspective actionnelle des frontières du français langue étrangère. Pour cela, nous avons conjugué les apports des différentes méthodologies, celles de différentes disciplines et celles du français langue étrangère. Nous avons ainsi identifié des disparités, mais aussi des similarités dans la manière de construire les apprentissages, notamment en sciences dites exactes. Ce constat nous a donc invités à conserver la trame retenue en français langue étrangère pour un enseignement dans une perspective actionnelle en l'adaptant à l'enseignement d'une discipline en langue étrangère, mais aussi à nous interroger sur la place de l'alternance codique et le lien entre langue et discipline. Le cadre que nous avons retenu s'articule donc autour de la tâche finale visée, qui est empreinte d'une forte orientation disciplinaire et pour laquelle la mobilisation de ressources variées va être nécessaire. De fait, elle se joue inévitablement et tout naturellement dans l'interdisciplinarité. À titre d'exemple, la réalisation d'une carte géographique numérique qui explique le rôle des océans sur le climat implique notamment la mobilisation de connaissances et de compétences en géographie, mais aussi en sciences physiques, en informatique et dans les deux langues. L'alternance codique et l'intégration langue et discipline ont, quant à elles, fait l'objet d'une réflexion étape par étape. Ainsi, il nous a semblé opportun, comme le souligne Jean Duverger, que la première activité de l'étape de sensibilisation, qui permet à l'élève de faire émerger les représentations
qu'il a sur la tâche et sur l'environnement dans lequel il va évoluer, eh bien, qu'elles aient lieu dans la langue qui a véhiculé les premières représentations et dans laquelle elles se sont construites, donc en langue 1. En revanche, formuler l'intitulé de l'unité didactique correspondant à la tâche finale à accomplir dans les deux langues est, comme le souligne là encore Jean Duverger, un signe fort et symbolique qui indique que le cours va se dérouler dans les deux langues. Le contrat pédagogique, lui, va être formulé en langue 2 à partir d'un état des connaissances qui a été réalisé en langue 1 et qui permettra ainsi aux apprenants d'établir des correspondances entre les deux langues. L'exposition devant permettre la découverte d'une double perception du monde, elle ne peut s'envisager autrement que dans les deux langues et elle va s'opérer à partir de documents représentatifs de cette double vision du monde. La découverte des nouveaux savoirs s'effectue à partir des supports de l'exposition. Le corpus va donc inévitablement être constitué dans les deux langues. La langue de communication lors de cette étape pourra alterner en fonction de la langue des extraits analysés. Il est primordial, en revanche, que la synthèse soit formulée dans les deux langues, afin que les apprenants acquièrent une double culture dans la discipline concernée. L'étape de fixation va s'effectuer par la réalisation d'exercices et d'activités guidées ou semi-guidées, à l'écrit ou à l'oral. Elle facilite l'assimilation des savoirs langagiers et disciplinaires. Il est donc pertinent que cette étape se déroule alternativement en langue 1 et en langue 2 afin que les apprenants puissent maîtriser les savoirs dans les deux langues. La dernière étape, l'étape action, a pour finalité la réalisation de la tâche finale visée pour laquelle les apprenants vont devoir mobiliser les savoirs qu'ils viennent d'acquérir en langue 1 et en langue 2. Elle va donc permettre de déterminer si les apprenants ont réellement construit les connaissances et les compétences nécessaires à sa réalisation et s'ils sont en mesure de passer d'une langue à l'autre dans ce cadre. Le cadre de l'unité didactique bilingue ainsi déterminé permet d'envisager une alternance codique raisonnée. Comme le précise Jean Duverger, il n'est pas question naturellement de comptabiliser et ou équilibrer en respectant des parités illusoires et artificielles entre les langues, chaque thématique est particulière dans tel contexte, mais bien plutôt de chercher systématiquement à croiser et mettre en relation des sources de savoir et de réflexion formulées dans les deux langues afin de rechercher des complémentarités, des ajouts, des précisions, des ouvertures, des entrées différentes susceptibles de faciliter les apprentissages des élèves. À partir de cette modélisation, depuis 2013, des fiches pédagogiques ont été réalisées et sont accessibles sur les sites IF-Prof Espagne et TV5 Monde. Des formations pour favoriser l'appropriation de ce cadre sont également proposées dans le cadre des universités belges et sur la plateforme CIEP+. Pour conclure, la maîtrise de l'organisation de l'unité didactique devient, pour Véronique Laurence et moi-même, une sorte de socle commun de connaissances et de compétences. En effet, cette trame offre les bases d'une culture professionnelle partagée, une référence commune pour les échanges et les collaborations professionnelles. Sur ces fondations, le formé va pouvoir construire de nouveaux savoirs qui vont lui permettre d'apprivoiser ce cadre. Il pourra alors en faire une utilisation située et raisonnée et le faire évoluer au gré des spécificités des contextes éducatifs dans lesquels s'inscriront ces actions. Pour en savoir plus, je vous invite à lire l'article que nous avons coécrit Véronique Laurence et moi-même, l'unité didactique évolution d'un outil cadre pour l'enseignement-apprentissage des langues, dont la référence apparaît à l'écran. En attendant, je vous remercie de votre attention et vous souhaite de poursuivre vos découvertes sur le site de notre campus numérique. À bientôt.